On va peut-être commencer. Alors bonjour, je m'appelle Pascal Chevrel, je suis un employé Mozilla, mais je participe au projet depuis bien avant que je sois employé, donc ça fait maintenant 11 ans, avant même que en fait, le projet Mozilla devienne un projet officiel. Je vais vous parler de la communauté francophone, donc de Mozilla de manière générale, mais surtout de comment s'impliquer dans Mozilla. Pour ceux qui ne le savent pas, Mozilla c'est une fondation. C'est une fondation de logiciels libres. C'est la seule, à ma connaissance, avec Wikipédia qui a eu un succès. C'est-à-dire qu'on a des centaines de millions d'utilisateurs. Donc je pense que c'est avec Wikipédia, on doit être les deux seuls projets avec un vrai succès mondial grand public, ce qui prouve que le libre, ça marche très bien pour le grand public, mais il faut savoir s'y prendre. Donc c'est un peu co-géré entre des employés et des gens qu'on appelle la communauté. C'est un terme un peu vague, mais bon, voilà, c'est des bénévoles ou c'est des gens qui, dans leur cadre professionnel, vont faire du Mozilla parce qu'ils utilisent des briques Mozilla et donc ils participent aussi. Et les frontières ne sont pas complètement coupées. Par exemple, je suis là en tant que bénévole et pas du tout en tant que représentant de mon employeur Mozilla. Donc on a une communauté francophone qui est en train de se réorganiser. Donc participer à la communauté Mozilla en français. Alors la question c'est si de consommateurs on devenait acteurs. C'est la problématique de la plupart des projets libres. Beaucoup d'utilisateurs, très peu de gens pour aider. C'est un peu une constante de beaucoup de projets libres. Les gens ont peur de s'impliquer dans les projets et pourtant il n'y a pas de quoi. Donc je vais vous parler de comment on peut s'impliquer dans Mozilla à travers la communauté francophone, quitte à plus tard s'impliquer dans la communauté mondiale anglophone. C'est pas du tout antinomique, mais il est tout à fait possible de s'impliquer dans le projet Mozilla sans savoir parler anglais. C'est vraiment pas un problème. Alors, déjà, on peut devenir bêta-testeur. Pourquoi devenir bêta-testeur? D'abord parce qu'on n'en a pas beaucoup. Si on regarde en chiffres absolus, oui, on en a beaucoup, c'est des dizaines de milliers. Si on regarde le fait qu'on a près d'un demi-milliard d'utilisateurs, en proportion, c'est pas énorme. Et la plupart des bêta-testeurs qu'on a ont un peu tous le même profil. C'est-à-dire qu'ils sont occidentaux, ils ont des grosses machines et c'est des geeks. Voilà. Ce qui est très bien, on en veut, mais on en veut plus. Et paradoxalement, c'est des geeks sous Windows. C'est pas des geeks sous Linux. C'est très compliqué d'avoir des bêta-testeurs sous Linux. Il n'y a pas de culture du bêta-test sous Linux. Donc si vous êtes sous Linux, si vous êtes sous Ubuntu et que vous voulez faire du bêta-test, pas que pour nous, hein. J'en discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec des gens de chez LibreOffice. Ils rêveraient d'avoir des bêta-testeurs sous Linux. Il n'y en a pas. Pourquoi? Il y a plein de raisons. Les gens ont peur d'installer des logiciels. Il y a une culture du paquet. Le logiciel doit être dans les dépôts de la distro, sinon j'utilise pas, j'ai peur. Bon, de mon point de vue, c'est une culture qui est néfaste pour le développement, mais elle est là. Les gens ont perdu l'habitude d'installer des logiciels. Ils en réfèrent à leur distro qui a fait des choix pour eux, et donc ils ne participent pas, évidemment. La distro prend des produits finaux, donc ils ne voient pas les bêtas. Ils ne voient pas les bêtas, je ne parle même pas des nightly. Tous les jours, on compile Firefox en français. C'est-à-dire que c'est une version française de Firefox qui marche vachement mieux que celle des distros, entre parenthèses. Parce que bon, il y a le packaging n'est pas toujours fantastique. Et les gens ne le savent pas, sauf des gros geeks. Des gens un peu comme moi qui vont voir le code source et qui vont sur les serveurs FTP pour voir s'il y a une nouveauté, alors qu'en fait, ça plante pas et ça aide vraiment à donner du feedback, même du feedback sur la traduction. Il y a plein de nouveaux termes. Est-ce qu'on a choisi les bons termes? Des fois, les mots n'existent même pas en anglais, ils ont été inventés en anglais et nous, on est obligé d'inventer un mot en français qui serait l'équivalent. Est-ce qu'il est bien? On ne sait pas. Donc, il faut tester. Bêta-test, s'il y a vraiment gros besoin de bêta-testeurs sur Linux, de manière générale. Alors, évidemment, je parle de Firefox, mais on ne fait pas que Firefox. Hein. Il y a Thunderbird, il y a Firefox OS que tu mentionnais, il y a Firefox pour mobile. Souvent, on met le mot Firefox, mais en fait, c'est des logiciels différents. C'est pas les mêmes. Les extensions, il y a beaucoup de choses. Donc, bêta-tester, c'est important, surtout si vous êtes sous Linux. Participez en traduisant. Donc on a un peu l'habitude d'avoir son Firefox en français, mais il ne vient pas naturellement en français comme ça, quoi. Il y a des gens qui réfléchissent, alors est-ce que la grammaire elle est bonne, et si on utilise
Si on utilise ce substantif, est-ce qu'on va pouvoir utiliser le verbe associé pour pouvoir faire des... Voilà, donc il y a aussi des compétences qui ne sont pas des compétences techniques. Ce sont des compétences techniques, mais dans un autre domaine, des compétences littéraires. Si vous avez un très bon niveau de français, en fait, à la limite, c'est pas très intéressant que vous ayez un bon niveau d'anglais parce que bon, on peut toujours lire le texte et puis ouvrir le dictionnaire et puis rechercher. Par contre, c'est difficile quand on a une mauvaise orthographe de corriger sa propre orthographe. Mais si vous estimez avoir un bon niveau de français, sans que ça soit exceptionnel, mais un bon niveau, vraiment, vous êtes les bienvenus parce qu'il y a beaucoup de choses. Mozilla, c'est une grosse organisation. Il y a quand même des dizaines de milliers de bénévoles dans le monde. Au niveau des employés, il y en a 800. Donc c'est déjà une grosse structure pour le libre. Bon, par rapport aux propriétaires, c'est tout petit, mais pour le libre, c'est déjà une grosse structure. Ça fait dire qu'il y a beaucoup de logiciels qui sont sortis. Il y a beaucoup de documentation, de sites web, de campagnes marketing. On a lancé depuis un an une newsletter en français. Donc on traduit la newsletter en anglais parce que c'était dommage de ne pas l'envoyer aussi en français. Ça, c'est des choses que font des bénévoles. Donc traduire les logiciels, les sites web, la documentation. Alors la documentation, c'est documentation développeur, ça peut être très technique, ou pas du tout développeur, grand public. Comment je fais pour effacer un marque-page dans mon Firefox? Alors il faut cliquer là, il faut faire appuyer sur tel bouton. C'est pas très différent de la documentation qu'on pourrait avoir sur le site Ubuntu.fr par exemple, c'est du wiki, c'est pas très différent. Mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens pour ça. À ce sujet, il y a un atelier qui s'appelle Firefox Clinic cet après-midi, qui est tenu par un autre groupe Mozilla, notamment des collègues qui viennent de l'étranger. C'est la première fois qu'on le fait dans le monde, donc c'est un peu une expérimentation. En live, on donne de l'aide aux gens, mais aussi on incite les gens à aider les autres, à les aider dans les forums, la documentation. Donc l'écriture et la documentation, c'est souvent important. Donc voilà, traduction. Oui ? Je vais mettre l'atelier. Alors, il y a un petit couloir et c'est sur la droite et c'est fléché. Il y a des petites affichettes Firefox Clinic un peu partout. Donc, c'est sur la droite. Ouais. Voilà, Ashraf, qui l'organise, va en parler à la fin. Voilà. Je n'avais pas vu que tu étais là. Donc, participer en aidant les autres. Alors là, je vais faire un gros coup de pub pour nos nouveaux forums. Il faut savoir que la communauté francophone, elle est ancienne, mais en fait, ce sont les communautés francophones. Divers assos. Il y en a une qui s'appelait French Mozilla. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça s'appelle French Mozilla. Parce qu'en fait, c'est le nom. La conf s'appelle French Mozilla. C'est en fait le nom de l'ancien assos. Donc, ce n'est pas clair dans l'esprit des gens. Il y avait Zuleffer, qui était une assos pour les développeurs. Donc, French Mozilla faisait la traduction. Zuleffer faisait de la documentation et de l'aide pour les développeurs. Geckozone faisait de la traduction et de l'aide pour l'utilisateur final. Tout ça, c'est en train de fusionner autour d'un seul nom, Mozfr. Les forums de Geckozone viennent d'être migrés sur Mozfr. On a vraiment besoin d'aide dans les forums. C'est une manière d'aider simple, parce que les questions qui sont posées, c'est un logiciel grand public, Firefox. Thunderbird, pareil, il y a des millions d'utilisateurs. Donc les questions qui sont posées, c'est souvent des questions basiques. Comment je fais pour aller sur le site de ma banque? Je ne trouve pas l'adresse. Elle est où l'icône que j'avais avant? La nouvelle version, elle est à gauche de là, au lieu d'être à droite. Il n'y a pas besoin de... Il y a des questions techniques aussi, mais il y a beaucoup de questions de grand public où tout simplement les gens, ils ont besoin d'aide, quoi. Ça affiche pas. Il y a une page bizarre qui s'affiche sur mon ordinateur. Je pense que vous avez un virus sur votre... voilà. Donc on donne des conseils, voilà, des adresses antivirus. Il y a vraiment beaucoup de... pour vous donner une idée, il y a à peu près une dizaine de personnes par jour qui répondent à ces questions, mais en moyenne, il y a 150 messages par jour. Ce qui fait à peu près 15 messages par personne. Ces gens-là, ils le font sur leur temps de déjeuner, le soir, quand ils ont une pause. 15 messages, ça commence à faire pas mal. Ça commence à faire pas mal si on veut donner des réponses de qualité et pas des réponses à la va-vite. Donc si on peut avoir des gens qui veulent aider sur les forums, maintenant qu'ils sont migrés sur Mozfr, ils sont vraiment les bienvenus. Mozfr.org, c'est le site de la communauté francophone. Il est super moche. On a besoin d'aide. S'il y a des gens qui sont web dev, qui sont bons en graphisme ou en structuration d'information, ils sont vraiment les bienvenus. À la limite, c'est même limite volontaire qu'il soit moche pour montrer qu'on a besoin d'aide.
Donc écrivez de la documentation pour utilisateur final ou pour développeur. Si vous avez les compétences, donc l'atelier Firefox Clinic s'adresse à tout ce qui est documentation utilisateur. Et là, on peut faire découvrir les outils qu'on utilise pour écrire la documentation. Mais sur le stand Mozilla, parce qu'on a un stand Mozilla qui est dans l'espace stand pas loin de l'entrée, on a aussi une personne qui, elle, est impliquée dans la documentation développeur. Donc si vous êtes intéressé par écrire de la documentation sur les derniers changements dans CSS3, HTML5 ou les API de Firefox OS, c'est la personne à qui il faut s'adresser. Les événements. Donc là aujourd'hui, on fait un événement. En même temps, on fait un autre événement qui est les JDLL. Il y a des événements qui sont récurrents, comme voilà, celui-ci c'est tous les 6 mois, JDLL c'est tous les ans. Il y en a d'autres qui sont ponctuels, ils arrivent une seule fois. Vous pouvez organiser votre propre événement dans la MJC de votre ville, le club informatique. Moi-même, avant j'habitais en banlieue, il y avait un petit club informatique local. On s'est mis à faire des petits événements du libre. Il y a 5 personnes qui venaient, mais c'était cool, quoi. C'était sympa, quoi. On prend un verre, on explique ce qu'on fait. Vous pouvez organiser des événements, vous pouvez participer à des événements. Si vous entendez parler, si vous habitez à Nantes et que vous entendez parler qu'il y a un événement qui se monte du libre et que vous ne voyez pas le nom Mozilla dans la liste, c'est normal, on n'a personne à Nantes. On ne commence à avoir des événements à Lille que depuis cette année. Ça fait 10 ans qu'on a une communauté, mais elle est très centralisée sur Paris et le sud de la France. Dans le nord, on ne faisait rien du tout. Quand on faisait des choses dans le nord, en fait, c'est la communauté belge qui allait à notre place. Donc c'est un petit peu... pas dire qu'on passe pour les charlots, mais bon, limite quoi. Il y a vraiment moyen de faire beaucoup plus dans tout ce qui est événements du libre ou événements qui ne sont pas du libre. Par exemple, avec Ubuntu FR, régulièrement, on fait le festival des Vieilles Charrues, un festival de rock, pour faire découvrir à travers un cybercafé toutes les solutions de logiciels libres et de web libre. Donc il y a vraiment, si vous avez des idées, ce qu'il y a de bien avec la fondation Mozilla, c'est qu'il y a des budgets pour ça. Après, bon, il faut défendre son projet parce qu'on ne donne pas des sous comme ça ou des t-shirts ou des billets des remboursements de billets de train, etc. Mais il y a vraiment moyen de le faire. Ce qui manque, c'est juste des gens qui disent « j'ai envie de faire un événement à tel endroit ». Il n'y a pas d'événement dans mon coin. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui dit bah, « moi j'ai un peu expérimenté avec Firefox OS, il n'y a rien qui se passe, même de Mozilla dans le pays, peut-être je vais monter un truc de mon côté. » Nous on a déployé Thunderbird dans notre entreprise, on aime bien, on aimerait bien en parler. Tiens, il y a un forum sur le logiciel libre en entreprise. Tiens, je vais peut-être proposer une conférence pour dire comment nous on l'a fait. Voilà. Donc il y a vraiment moyen de faire plus en événementiel. Ça s'améliore. Il y a encore 2 ans, on était très très cantonné sur 5-6 événements, 5-6 gros événements. Là, on en est à 10-15. Et on commence en plus, comme on est une organisation francophone, maintenant on travaille énormément avec les gens dans le Maghreb et Afrique de l'Ouest. Donc on monte aussi des événements. On arrive maintenant à aller à ce que des Français, Belges, Suisses aillent sur ces événements et à ce que des Tunisiens, des gens de la Côte d'Ivoire, du Sénégal viennent sur des événements en France. Donc là aussi, il y a du boulot, ne serait-ce qu'à l'organisation. Des fois, il y a des gens qui vont organiser un événement, mais ils ne vont pas y aller. Mais ils vont aider sur un truc tout bête. Il faut qu'on aide pour les papiers pour un machin qui vient du Sénégal et il a besoin de justifier qu'il peut venir en France sur le territoire français, qu'il ne va pas y rester, etc. Si vous êtes bon en paperasse, ça nous intéresse aussi. Il y a vraiment de tout. Oui ? Alors, là, on parle de bénévolat, on ne parle pas d'emploi. Oui, ça s'appelle du bénévolat. Ça s'appelle faire du travail associatif. Alors, le paradoxe, c'est que vous veniez à une manifestation d'association où tout le monde est bénévole pour dire aux gens que voilà.
j'ai déjà réfléchi sur la question. Le fait de donner son temps personnel, c'est un choix personnel. C'est pas le débat. Euh, c'est du travail sans revenu, effectivement. Ça s'appelle du bénévolat et du travail associatif. Voilà. Voilà. Il y a des choses qui sont en dehors de la sphère économique. Voilà. C'est pas mon propos. Je suis pas venu faire un débat sur. Je suis pas. Je viens pas de. Oui. On- C'est très bien. Merci. Bon. Donc pour ceux qui ne sont pas contre le bénévolat, alors il y a du bénévolat, hein, y a Mozilla, il y a Wikipédia, il y a Ubuntu, c'est vraiment votre choix. Si vous n'avez pas envie de vous impliquer, c'est votre choix, mais je pense que bon, si vous venez dans ce genre d'événement, c'est pas parce que vous rejetez le bénévolat. Un petit peu bizarre, cette notion. Donc voilà, l'événementiel. Alors évidemment, je ne peux pas ne pas mentionner développer. Donc évidemment, c'est des projets logiciels. Donc si vous êtes développeur, vous pouvez participer. Pratiquement tous les projets enfin tous les projets sont ouverts et pratiquement tous les projets sont accessibles techniquement à des gens qui ont des connaissances en informatique. Le seul projet qui actuellement est vraiment dur, c'est Firefox OS. Parce qu'il y a une équipe d'à peu près une centaine de personnes qui travaillent à temps plein là-dessus. Quand je dis temps plein, ils font du. Heureusement qu'il n'entend pas ça. Ils font du 16 heures par jour. Donc probablement qu'ils prennent le boulot d'une deuxième personne parce qu'ils font 16 heures. Donc ils sont vraiment, vraiment à fond. Et tout simplement, c'est très très difficile quand on fait du bénévolat de pouvoir suivre le rythme de gens d'une centaine de personnes à ce niveau-là. Donc c'est peut-être encore un petit peu tôt pour participer à Firefox OS au niveau développement. Par contre, au niveau des applications web qui vont tourner sur Firefox OS, bon, j'ai un copain qui a fait une application de Sudoku, par exemple, pour Firefox OS, juste pour voir comment on fait, quoi. Donc voilà, Firefox OS, Firefox Mobile, Thunderbird, les extensions, les applications web, voilà, tout ce qui est développement, il y a vraiment besoin d'aide. S'il y a des gens qui sont bons en développement web, particulièrement, alors je fais un petit appel PHP, CSS, s'il y a des gens qui sont bons, Mozefr, on a besoin de vous. C'est vraiment parce qu'on a des gens qui sont bons, mais juste on n'est pas assez pour faire tous les projets qu'on voudrait faire. Donc développer. Bon, ça c'est classique, hein, mais c'est bien de rappeler que c'est aussi un projet. Et organiser. Tout bêtement, ça ne demande pas de compétences techniques, ça demande des compétences d'organisation que je n'ai pas, que beaucoup n'ont pas. Donc des trucs tout bêtes, modérer les listes de discussion, des gens qui n'envoient pas avec le bon email, ça passe pas sur la liste, il y a du spam, là, ou quelqu'un qui envoie sur la mauvaise liste, il faut lui envoyer un petit message privé pour lui dire tu t'es trompé, il faudra envoyer plutôt sur telle autre liste. Donc il y a toute une... Voilà, dès qu'on est un petit groupe social, il y a une organisation un peu à mettre en place, accueillir les nouveaux, on commence à le faire seulement cette année. On commence à avoir une petite organisation pour accueillir les nouveaux qui viennent dans le projet Mozilla francophone. Tous les vendredis matins sur IRC, c'est ce qu'on appelle le vendredi noob. Bon, voilà, si vous êtes nouveau, vous avez le droit de poser n'importe quelle question, même stupide, et on répond pendant 1 heure de 11h à midi. On commence à faire maintenant des apéros noob. Donc on a fait le premier la semaine dernière. Si quelqu'un veut s'impliquer, les bureaux de Mozilla à Paris sont ouverts. On peut les utiliser le soir. Donc à peu près, on va essayer de faire 1 fois par mois un apéro noob où les gens qui veulent s'impliquer peuvent venir rencontrer des gens qui soit sont des employés, soit sont des bénévoles, soit sont impliqués dans d'autres projets aussi, parce qu'on a aussi des gens qui viennent d'autres projets que Mozilla, qui viennent prendre un verre avec nous, on mange une pizza et puis on discute. Voilà. Donc l'accueil des gens, c'est de l'organisation et c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. C'est tout nouveau, mais on aurait encore besoin d'aide à ce niveau-là. Animer les forums, j'en parlais tout à l'heure, voilà, on a des forums, il faut les animer, dire voilà, il y a telle nouveauté, communiquer sur les actions passées et futures. IRC, oui, bien sûr. Oui.
On est très 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 présent sur IRC. Pour info, il y a des petits flyers là, avec toutes les infos pour IRC en bas pour nous contacter. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, IRC, c'est la messagerie instantanée à plusieurs. On peut discuter à plusieurs dans un canal. Donc communiquer sur les actions passées et futures, là-dessus on n'est aussi pas très très bon. La communauté francophone fait plein de choses, mais n'en parle jamais. Donc c'est un petit peu dommage. Par exemple, un exemple très concret, je viens aujourd'hui, j'aurais dû écrire un billet pour dire, sur notre blog pour dire je viens à l'Ubuntu Party. Et voilà, pris par le boulot, etc. J'ai pas eu le temps et j'ai juste fait une mention sur Twitter hier soir. Au fait, je suis à l'Ubuntu Party demain. Si on était mieux organisé, si on avait des gens bien carrés pour nous recadrer, pour dire ah, t'as pas écrit ton billet. Bon, on l'aurait fait. On essaie de s'améliorer, mais il y a du boulot. Et si vous êtes un peu doué pour l'organisation, c'est quelque chose dans lequel on peut s'impliquer dans la communauté Mozilla francophone. Structurer l'information, la documentation. Sans S à la fin. Vraiment, pareil, on n'est pas très très bon là-dessus. Il y a beaucoup de connaissances. On sait que ça se fait parce que ça se fait comme ça s'est toujours fait comme ça. T'as qu'à demander à machin pour le savoir. On a un wiki. Si on a 20 pages décrites dans le wiki, c'est beau. Et pourtant, on a un wiki, mais c'est juste qu'on n'est pas bon pour structurer l'information. Où est-ce qu'on va mettre cette information? Dans quelle section? Est-ce qu'on peut créer une nouvelle section de wiki? Et comment on fait ceci? Donc, on commence tout juste. Voilà, on a commencé à faire 2-3 vidéos tutoriels. On commence à faire quelques tutoriels papier. On commence à documenter comment participer au projet Mozilla. Mais je pense que le premier truc frappant qui marque, c'est frappant, ça marque, sur la communauté francophone, on n'a même pas une liste marquée choses à faire. Et pourtant, il y en a des choses à faire. Mais quand quelqu'un arrive et qui voudrait aider, ça va être ah oui, alors il y a ça à faire, il y a ça à faire, peut-être tu peux aider là-dessus. Mais on n'a pas une liste à jour disant choses à faire. Donc en fait, s'il y a un bénévole parmi vous qui veut aider, et je lui conseillerais la première chose à faire, c'est faire la liste des choses à faire. Voilà. Donc c'est Mozilla, mais c'est d'autres projets aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a des projets qui ont l'air d'être super bien organisés, de l'extérieur, que tout roule, etc. Mais en fait, c'est un peu souvent les mêmes personnes qui font tout. Et c'est bien si on peut un petit peu répartir la charge. Et si en surface, le résultat a l'air bien, derrière, il y a du boulot, il y a des choses qui manquent. Et on est vraiment ouvert à toute contribution. Alors là, j'ai listé des choses. Voilà, donc merci de m'avoir écouté, mais je vais mentionner quand même autre chose, qui est que là, j'ai listé des choses qui sont possibles actuellement. Mais la communauté Mozfr, elle est vraiment ouverte à tout. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir et nous dire, moi j'ai envie de faire ça, mais vous ne le faites pas du tout. Ça peut devenir une nouvelle activité. Donc on ne cherche pas seulement à accroître la couverture sur ce qu'on fait déjà. On traduit Firefox, on traduit des sites web, on écrit de la documentation, on fait du code. On serait vraiment content d'avoir des gens en plus pour ça. Mais par exemple, il y a quelqu'un qui est venu il y a à peine 6 mois et qui nous a dit vous n'avez pas de compte diaspora, moi je suis impliqué dans la communauté diaspora, j'aimerais bien maintenir un compte diaspora pour vous. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le Facebook libre. Pas de problème, on s'est mis à faire du diaspora aussi. Donc si vous avez des idées, il ne faut vraiment pas hésiter. Voilà, c'est un petit peu chaotique. Mais on a un stand qui est là-bas, où on sera pendant 2 jours. Il n'y aura pas toujours les mêmes personnes sur le stand, mais moi je serai les 2 jours. Il y a des gens qui font de la documentation, il y a des gens qui font l'événementiel. On a un petit nouveau qui est là, c'est son premier événement par exemple. C'est lui qui a fait ce flyer. On n'a jamais fait un flyer pour l'Ubuntu Party. C'est la première fois qu'on en fait un. Et ça, c'est ce bénévole qui est arrivé il y a 1 semaine qui l'a fait. On l'a fait à l'arrache, on l'a terminé hier soir et on l'a imprimé avant de venir à l'événement. On a vraiment des gros besoins d'organisation. Mais c'est possible de faire des choses toutes simples. C'est pas un codeur. C'est vraiment pas un codeur. Il fait une thèse en traduction. C'est pas du tout un codeur. Il n'est pas du tout envie de faire de la traduction chez Mozfr. Il fait déjà une thèse. Alors, il n'a pas envie d'en faire en plus. Mais il aide, il se débrouille avec GIMP. Et puis il nous a fait ça, quoi. C'est ce qui est assez sympa, quoi. Donc vraiment, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Venez nous voir sur le stand. On a même quelques t-shirts. C'est un peu pour
Ça fait un peu racoleur. Mais voilà, donc vraiment n'hésitez pas. Et cet après-midi, je rappelle, voilà, Ashraf, tu peux peut-être parler de ton événement? Donc oui, cet après-midi, en fait, pendant tout l'Ubuntu Party, donc surtout les 2 jours, on organise un Firefox Clinic. C'est en fait des sessions de support pour tous les utilisateurs qui seront sous Firefox ou Thunderbird et qui auront des questions ou des problèmes avec leur navigateur, etc. Et nous, on sera là pour y répondre, quoi. On sera là pour y répondre et pour donner des astuces. Pour, si certaines personnes cherchent à améliorer leur façon de naviguer. Et on a aussi de la documentation. On fera aussi de la documentation, donc pour tout ce qui est personnes qui veulent aller sur le site, créer de la documentation, voir. Et donc voilà, c'est juste là le F5. Ça commence tout de suite normalement. Donc si vous voulez, on est juste derrière, quoi. Et on sera là tous les 2 jours. On sera une équipe de 5-6 personnes. On sera 3 francophones et 3 anglophones. Ouais, ouais, non, c'est anglo, voilà. Voilà, il y aura toute la communauté, une bonne partie de la communauté européenne avec moi. Certains qui ont voulu aider, certains qui ont déjà fait la première Firefox Clinic qui était à San Francisco au mois de février, si je ne m'abuse. Et là, bon, c'est principalement parce que c'est la première Firefox Clinic en Europe qu'ils ont décidé de venir pour voir un peu ce que ça donnait et aider dans l'organisation, en fait. Donc si vous voulez, c'est juste derrière le F5. La salle F5, et si vous ne trouvez pas, vous avez plein de petites affichettes qui vous montreront le chemin. Pour terminer, voilà un petit exemple. C'est un exemple d'un projet qui nous a été proposé par une personne qui n'est pas du tout technique. Elle se définit comme une Madame Michu, mais son métier c'est journaliste. Et elle aime bien communiquer. Et donc tous les jours, elle essaye de mettre une petite image qui représente le projet Mozilla, qui met en valeur un bénévole, qui parle d'un événement, avec une petite description de ce qui se passe. Vous voyez là par exemple, c'est le traducteur en version POL de Firefox. C'est une toute nouvelle version. Il est voilà, donc c'est un doctorant en langue africaine à Rennes, et il a fait une version en POL de Firefox. Donc c'est typiquement le genre de projets qui sont montables, je dis pas facilement chaque fois, mais à chaque fois, voilà, une petite photo, et puis voilà, les anniversaires des projets ou des gens. C'est typiquement le genre de projet sympathique qui a toute sa place dans Mozfr. Il suffit juste d'avoir l'idée de réussir à mettre un peu les gens qui ont les compétences. On l'aurait jamais fait sans Claire, parce que sa compétence, c'est qu'elle est super bonne à trouver des photos sur Flickr. Elle est vraiment, et elle écrit des jolis textes pour présenter les gens. Donc c'est une compétence et on l'avait pas. Par contre, moi, je sais monter un site dynamique pour mettre son contenu. Et souvent le problème, c'est mettre les compétences ensemble dans la même pièce, quoi. Oui. Alors c'est vrai. Alors dans le cas pour la journaliste, en fait, elle donne pas son nom publiquement parce que justement elle veut pas qu'on associe son activité de journaliste avec ses activités bénévoles. Mais c'est vrai qu'on a aussi des gens qui participent, et bon voilà, si j'ai un patch dans Firefox, bon c'est pas moche sur un CV, ça c'est clair, quoi. C'est pas mal, quoi. C'est comme quand je dis voilà, j'ai un patch dans le kernel Linux, c'est pareil, quoi. C'est sûr que je connais des gens qui ont, de par leur activité dans Mozilla, ils ont déjà été pingés, enfin contactés via LinkedIn, via Deo. Pourquoi? Parce qu'il y a des chasseurs de tête. Ils ont un client, on leur demande, il nous faut quelqu'un qui connaît du Mozilla et tout. Bon, bah, ils cherchent avec des mots-clés, et puis
il tombe là-dessus. Dans les gens qui participent dans la communauté francophone, la plupart des gens qui participent, souvent, je ne veux pas dire qu'on est une communauté entre guillemets de vieux, mais la moyenne d'âge, on a de tout. Hein. Ce qu'on n'a pas, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de mineurs. Ça, il y a des projets comme Ubuntu, ils ont des gens qui participent au projet et qui ont 12, 13, 14 ans. Ça, on n'a pas du tout. Nous, la moyenne d'âge, elle est plutôt autour de 30-35 ans, mais ça va vraiment de 18 ans jusqu'à plus de 70. Donc c'est très très large. Bon, il y a des gens, ceux qui sont à la retraite, par exemple, ne pensent pas au marché du travail. De la même manière, ceux qui font des études ne sont pas encore sur le marché du travail et ce n'est pas particulièrement pour ça qu'ils le font. On a des étudiants en informatique qui participent parce que qu'est-ce qu'on aimerait bien faire de l'informatique des fois. Parce que enfin, faire du vrai code, pas du pseudo-code, et faire des vrais projets. Et souvent, voilà, pour les étudiants, des fois, leur enseignement, ils le trouvent trop déconnecté. Et en fait, ça leur permet d'avoir une sorte de vraie expérience professionnelle en touchant du vrai code, avec des vraies revues de code. C'est une motivation. Pour les traducteurs, parce que je travaille dans la localisation. Donc, je travaille dans la traduction du projet Mozilla. Donc ça, c'est mon boulot. La plupart des gens qui traduisent les logiciels ne sont pas des traducteurs. On a quelques traducteurs professionnels, quelques-uns, mais c'est assez rare. Le bénévolat dans l'activité de traducteur, qui est une activité essentiellement de freelance, même quand c'est des cabinets de traduction, c'est souvent des cabinets de freelance. C'est pas culturellement quelque chose qui marche. Après, je pense que c'était le cas de l'informatique il y a 20 ans avant le libre aussi. Hein. Donc, il y a des mentalités à faire changer. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, je connais des gens qui mettent sur leur CV, voilà, j'ai fait ça dans le projet Mozilla, quoi. J'ai monté des serveurs, j'ai monté des événements. On a une contributrice qui vient de trouver un travail comme community manager. Elle a fait la gestion de communauté dans Mozilla pendant des années. Donc, je suis sûr que ça a dû jouer dans la balance parce qu'elle n'avait pas fait des études. Elle avait fait des études d'informatique pure. C'était pas théoriquement community manager, mais elle avait fait du community manager dans l'informatique. Donc oui, ça a une valeur. C'est vraiment définitivement. Question, interrogation. Personne ne veut remettre en cause le système social en France. Non. Alors, c'est Mark Twain qui avait dit les rumeurs sur ma mort sont largement exagérées. C'est vrai et faux. C'est-à-dire que le projet Thunderbird tel qu'il est actuellement va devenir un projet communautaire. Donc c'est faux dans le sens où on continue de le compiler tous les jours, on s'engage à faire des fixes de sécurité, stabilité, tests unitaires, build tous les jours dans toutes les langues pendant plusieurs années. Par contre, le développement de nouvelles fonctionnalités ne passera pas par des employés Mozilla. Ça va passer par la communauté au sens large. Par exemple, l'Inagora, qui est une SS2L française, s'est mis à développer sur Thunderbird. La problématique de Mozilla avec Thunderbird est un logiciel qui a énormément de succès, mais c'est un logiciel qui a énormément de succès en entreprise. Et Mozilla, c'est avant tout une fondation. On n'est pas du tout une fondation, on n'a rien contre l'argent, on en gagne plein, on prend plein d'argent à Google, on est très content. Mais on a des objectifs, et les objectifs des utilisateurs de Thunderbird, je veux pouvoir déployer Thunderbird facilement en entreprise, je veux un client lourd et pas un webmail, ne sont pas alignés avec ce que veut faire la fondation. Le but de Mozilla, c'est quand même de défendre un web ouvert, de faciliter l'action des gens sur Internet, que les gens soient moins consommateurs et plus acteurs, d'éviter que Internet devienne un énorme supermarché, même si c'est très bien qu'il y ait des supermarchés en ligne, il faut aussi qu'il y ait aussi des citoyens en ligne. Donc on a plein d'activités autour de ça. On travaille avec la fondation Knights pour le journalisme. Enfin, on a vraiment plein d'activités. Évidemment, on fait énormément de logiciels,
Mais Thunderbird, dans ce cadre, qui est un projet qu'on a quand même hérité de Netscape, et je suis moi-même utilisateur de Thunderbird et contributeur à Thunderbird, donc je comprends les deux points de vue. Ça rentre pas dans mettre des ressources des employés sur quelque chose qui n'est pas dans la charte des objectifs de la fondation. Ça fait grincer des dents en interne chez Mozilla. Après, en extérieur, effectivement, les utilisateurs disent mais moi, mon Thunderbird, je ne veux pas le perdre. Donc, on a trouvé un chemin qui est que on continue à maintenir Thunderbird, on continue à le compiler. La sécurité, il n'y aura jamais de faille de sécu. On a des développeurs qui vont bosser dessus. Par contre, nouvelles fonctionnalités, elles ne viendront pas de nous. Et le cycle de développement de Thunderbird va être calé essentiellement sur ce qu'on appelle le cycle ESR, donc qui est le cycle pour les entreprises, le déploiement en entreprise. Donc, on peut s'attendre à une mise à jour de Thunderbird par an et des mises à jour de sécurité tous les mois, mois et demi, mais pas comme Firefox, des nouvelles fonctionnalités tous les mois, enfin tous les 6 semaines. Ça c'est pas possible. Par contre, des gens comme Linagora, eux, sont très intéressés. Notamment parce que le déploiement du logiciel libre en entreprise, c'est l'un des prestataires qui va le faire pour eux, et ils vont déployer des solutions à partir de Thunderbird. Mais bon, pour la fondation, Linagora est très content de Thunderbird et le déploie sur des millions de postes de l'administration et se fait beaucoup d'argent. Ça ne rentre pas dans le cadre de nos objectifs. Alors, ça veut dire aussi que c'est complètement ouvert à des contributions externes actuellement. C'est-à-dire qu'on a des gens qui font du code pour Thunderbird. Par exemple, la fonctionnalité de chat qui est arrivée dans la dernière version de Thunderbird, c'est un développeur français qui le fait. Il va continuer à maintenir sa fonctionnalité de chat, qui est une fonctionnalité grand public. Peut-être ça peut intéresser la communication en interne des entreprises, mais à la base, il l'a fait, lui, pour chatter avec ses copains. Et il a l'intention de continuer de le faire. Il y a des gens qui ont des fonctionnalités dans Firefox ou dans Thunderbird et qui veulent les intégrer. Ils vont continuer à participer. De la même manière, la communauté francophone va continuer à traduire. Mais c'est sûr qu'il va y avoir moins d'activités. Par contre, ce n'est pas abandonné. On s'engage le produit existe toujours. Sécurité, on s'en occupe. Stabilité, on s'en occupe. Déploiement, téléchargement, parce que il y a 20 millions d'utilisateurs de Thunderbird, quand il y a une mise à jour, il faut les serveurs derrière, faut que ça dépote. Ça, on le fait. Si des employés Mozilla, sur leur temps libre, veulent faire des fonctionnalités, ils ont le droit. Je peux imaginer que des gens qui étaient des développeurs de Thunderbird, ils ont encore quelques fonctionnalités sous le coude, des patchs pas terminés, ils vont les mettre dedans. Ils vont continuer à faire de la revue de code pour le code externe, pour les bénévoles, ou pour des gens qui sont payés pour travailler sur Thunderbird. Mais les nouvelles fonctionnalités, ça ne viendra pas essentiellement de Mozilla. Ça viendra de gens comme IBM, Linagora, qui eux sont intéressés. Et voilà, le fait que les gens qui se manifestent pour continuer Thunderbird soient IBM et Linagora, je pense que ça explique pourquoi la fondation Mozilla n'est pas intéressée pour continuer Thunderbird. C'est un très beau logiciel libre d'entreprise quand même. Il faut être honnête, c'est un logiciel libre d'entreprise. Voilà. Oui. Oh, il y a plusieurs explications. Alors, Chrome, d'abord, c'est un bon navigateur. Techniquement, c'est un bon navigateur. C'est même bien qu'il soit arrivé sur... Alors moi, je ne suis pas inquiet, hein, si c'est la question. Je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. J'étais là quand on avait 0,1% de part de marché, donc j'ai une vision. J'ai des collègues qui viennent d'arriver, on a perdu 0,5% de part de marché le trimestre dernier, etc. C'est une catastrophe. Je me rappelle quand on pouvait compter nos utilisateurs. Donc faut prendre un peu de recul aussi par rapport à ça. Et c'est plutôt une bonne chose qu'il soit arrivé, puisque ça nous a aussi poussé à forcer dans le développement. Et je pense qu'il y a des fonctionnalités qu'on a aujourd'hui dans Firefox, elles seraient arrivées dans 2 ans s'il n'y avait pas eu Chrome, quoi. Donc c'est bien aussi d'avoir la compétition. Alors d'abord, c'est un bon logiciel. Deuxièmement, ils ont un tout petit peu de puissance marketing. Le budget marketing du lancement de Chrome, ça doit être 10 ans de budget total de tout compris de Mozilla. Donc il faut aussi garder les choses en perspective. Ils ont aussi des partenariats avec beaucoup de logiciels. Nous, on ne peut pas le faire.
Vous achetez un ordinateur, vous pouvez acheter un ordinateur où Chrome est préinstallé. Ça a un coût. Voilà, il faut que l'éditeur paye pour ça. Nous, on ne le fait pas. C'est un coût et c'est un peu cher. Et puis en plus, on est pour le choix. Donc préinstaller du logiciel, c'est pas génial. Et c'est aussi associé à énormément de logiciels. Vous installez Flash, ça vous installe Chrome. Vous installez Adobe PDF, ça vous installe Chrome. Vous installez un jeu, ça vous installe Chrome. Vous installez à peu près n'importe quoi actuellement, ça vous installe Chrome. Donc il y a une partie qui est la qualité du logiciel. Il y a des gens, objectivement, le logiciel est bon. Modulo, les problèmes de personne, voilà, la vie privée, tout ça, c'est moyen. Mais il y a des gens, la vie privée, j'ai rien à cacher, c'est pas grave, ils savent tout ce que je fais, c'est pas grave. Bon, ok. Voilà. Mais il y a des gens qui vraiment s'en moquent. Moi, ça me surprend, mais bon. Donc voilà, pour des qualités objectives du logiciel, il y a des, par exemple, sur des petites configurations, c'est plus le cas aujourd'hui sur les Firefox récents, mais quand Chrome est sorti, sur des machines un peu anciennes, il y avait vraiment une grosse différence de performance avec Firefox. Nous, il fallait quand même de la RAM à l'époque. Aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on est le navigateur qui consomme le moins de RAM de tous. Bon, ça, une mauvaise réputation est facile à acquérir. Après, pour rattraper le coup, c'est compliqué. Mais voilà, donc il y a des qualités intrinsèques, il y a énormément de marketing, il y a de l'intelligence de marché aussi. Ils sont pas bon, après, ça s'est stabilisé, on l'a repris la part de marché jusqu'à Firefox 12, je crois, on perdait à partir du moment où ils ont sorti Chrome, et depuis Firefox 12 ça s'est remonté, ça s'est restabilisé, et on arrive sur une situation un tiers quoi. Un tiers Internet Explorer, un tiers Chrome, un tiers Gecko. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Il ne faut pas qu'il y ait un acteur qui domine tout, parce que sinon c'est la stagnation. Et au niveau de l'implémentation des normes, il faut, pour qu'une norme soit validée comme norme, il faut 3 implémentations différentes. Donc ça fait 3 moteurs, le moteur WebKit, le moteur Gecko, le moteur Trident. C'est plutôt bon. Donc je pense qu'ils ont eu une bonne action sur le marché, c'est en nous mettant des petits coups d'aiguille au derrière. C'est un bon logiciel, il ne plaît pas partout. Ils ont par exemple les mêmes problèmes que nous en Asie, ça ne marche pas. Ça ne plaît pas. On ne sait pas pourquoi. En Asie, c'est Internet Explorer. Point. Voilà. Donc, c'est pas non plus un succès universel, c'est plus nuancé que ça. Mais c'est un bon logiciel, c'est normal que les gens l'utilisent. Hein. Après, si vous voulez vraiment du libre, parce que bon, rappelons quand même que Chrome n'est pas libre, Chromium l'est à peu près. Parce que, bon, il y a quand même un fork de Chromium pour dire que Chromium c'est pas encore tout à fait libre. Bon. Mais Chrome n'est pas entièrement libre. Hein. La base Chromium est libre, mais il y a des choses qui ne sont pas libres dedans. C'est livré avec Flash hein, quand même. Hein. Bon. On y a réfléchi longtemps. On n'a pas les capacités de le faire. En capacité humaine, capacité d'ingénierie. On y a réfléchi. Je ne dis pas qu'on ne le fera jamais. Mais il y a des acteurs qui sont bons, notamment donc, si on veut faire un moteur de recherche, faut faire un moteur de recherche qui va dans le sens de ce que fait la fondation. Ce que font les moteurs de recherche, c'est qu'ils fliquent les gens. C'est leur métier. Leur métier, c'est pas la recherche, c'est la publicité. Il y a un acteur qui s'appelle DuckDuckGo, qui est un moteur de recherche alternatif de bonne qualité. Pas encore tout à fait de bonne qualité pour le français, mais déjà pour l'anglais, c'est un vrai, techniquement, au niveau de la qualité des réponses, c'est techniquement intéressant. Et éthique. C'est pas une entreprise derrière. Donc je sais pas, hein, c'est une supposition personnelle, c'est pas du tout Mozilla qui parle, c'est le Mozillien. Je pense que si on doit investir du temps, de l'argent ou des ingénieurs, je nous vois plus aider ce type de logiciel. C'est pas le seul, hein. Il y a ce type de plateforme. Il y a d'autres plateformes. Il y a des plateformes de recherche en peer-to-peer. Il y a des choses intéressantes. Je nous vois plus aider un projet bien parti que essayer de réinventer la roue. Mais bon, ça peut changer. Les objectifs de Mozilla, quand j'ai commencé comme employé, c'était en 2006, on était 50. Aujourd'hui, on est 800.
on fonctionne pas de la même manière. On fonctionne pas de la même manière. Les objectifs ont changé, les manières de travailler ont changé aussi. Et je sais que d'ici 1 an ou 2, on sera probablement dans les 1500. C'est des objectifs de RH. Si vous cherchez du boulot, vous êtes bon en anglais et bon en développement, envoyez des CV. On a un programme de stagiaires sur Paris. On a un programme de stagiaires. Je signale. Si des gens cherchent des stages, je peux mettre en contact avec la personne qui prend des stagiaires. On n'en prend pas 50 parce que sur Paris, on n'est que 20 employés. Donc on va prendre 3-4 stagiaires maximum. Mais bon, il faut s'y prendre à l'avance et il faut surtout être bon. Voilà. Parce que le gars qui prend les stagiaires, faut plutôt être bon en C++, en mathématiques fondamentales et des choses comme ça. Voilà. Matheux, bienvenue. Les gros matheux, les grosses têtes d'œufs sont les bienvenus parce que pour Firefox OS, on travaille sur des patchs sur le kernel, des choses comme ça. Donc c'est des trucs bien complexes. Mais c'est pas mal. Il y a des choses sympas. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, je pense pas à l'heure actuelle, je dirais que non. Je pense pas que c'est quelque chose vers lequel on va aller. Après, on ne faisait pas de web service il y a 2 ans, on en fait maintenant. Il faut une infrastructure derrière, on commence à l'avoir. Donc, c'est pas impossible dans 2 ans un changement de direction et voilà. Voilà. Merci. N'oubliez pas de nous visiter sur le stand si vous avez des questions. Si vous voulez participer, n'hésitez pas.